Si vous m'aviez dit à mon mariage que la chose qui faillit détruire mon union coûterait 3 € en pharmacie et tiendrait dans la paume de ma main, j'aurais ri. Je ne ris plus maintenant. Enfin, presque plus. Tout a commencé alors que je me tenais dans ma propre cuisine à 23h30 un mardi soir tenant un flacon de lubrifiant pour homme qui absolument catégoriquement à 100% ne m'appartenait pas. Pendant ce temps, ma femme dormait paisiblement à l'étage apparemment sans se soucier de la petite grenade qu'elle avait accidentellement laissée dans son sac à main. Bienvenue sur la chaîne. Prenez de quoi grignoter, installez-vous confortablement et rappelez-vous, les gens dans ces histoires ont eu toutes les chances de faire ce qu'il fallait. Ils ont juste choisi l'inverse. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner, vous allez adorer ce qui va suivre. Je cherchais les doubles des clés de la voiture. C'est tout. C'est là toute la genèse de l'histoire. Pas de jalousie, pas de suspicion, pas de pressentiment ni de révélation soudaine ou de signe divin. Juste des clés de voiture parce que les miennes étaient tombées entre les coussins du canapé et que j'avais un rendez-vous matinal avec un parent d'élève au lycée Montesquieu que je redoutais déjà. J'ai plongé la main dans le sac en cuir marron de Camille, sur le comptoir de la cuisine, celui qu'elle laissait toujours là, et mes doigts ont trouvé un baume à lèvres, son badge professionnel, un paquet de tic-tac, les clés que je cherchais, et un flacon noir mat avec une police minimaliste qui affirmait sur ce ton que seule la typographie peut atteindre, qu'il ne s'agissait absolument pas d'un produit pour femmes. Je suis resté planté là pendant 10 secondes, peut-être 15. Le réfrigérateur ronronnait. L'horloge au-dessus de la cuisinière marquait les secondes. J'ai tourné le flacon dans ma main comme un détective, examinant une preuve, ce qui, au final, était précisément ce que je faisais sans l'entraînement, sans la plaque et sans avoir la moindre idée de ce que je tenais réellement. « Ne surréagis pas, Nicolas », a dit la partie raisonnable de mon cerveau. « Trouve une seule explication », a dit l'autre partie, celle qui apparemment classait tranquillement des dossiers depuis 2 ans comme un comptable très patient et très paranoïaque. Je ne pouvais en trouver aucune. Alors j'ai remis le flacon exactement là où je l'avais trouvé. Je suis allé au garage, j'ai récupéré le tube de glu sur la 3e étagère, derrière le diluant à peinture. Je suis revenu à l'intérieur et j'ai procédé à l'échange avec la précision méticuleuse d'un homme qui avait regardé trop de films de casse et qui regrettait amplement de ne pas avoir été plus attentif au moment où tout dérape. Est-ce que j'ai bien réfléchi? J'y ai réfléchi pendant environ 4 secondes. Et le bilan total de ma délibération fut quiconque. Se trouve à l'autre bout de cette petite situation, s'apprête à passer une soirée très inconfortable, et je vais le savoir sans avoir à dire un seul mot. Mesquin, absolument. Satisfaisant sur le moment, complètement. Catastrophiquement fédéralement, internationalement stupide, je n'en avais aucune idée, aucune. J'ai préparé des pâtes. Je suis allé me coucher et j'ai dormi comme un homme à la conscience tranquille. Ce genre de sommeil spécifique que l'univers réserve aux gens qui s'apprêtent à découvrir qu'ils ont tort profondément et irréversiblement. Laissez-moi vous parler de Camille avant de vous raconter la suite, parce qu'elle le mérite et parce que rien de tout ceci n'aurait de sens sans elle. Camille Martin était le genre de femme qui vous donnait l'impression de n'avoir vécu votre vie qu'à 60% de vos capacités. Pas de manière cruelle, mais d'une façon qui vous donnait envie de courir ce kilomètre supplémentaire, de lire ce chapitre de plus, d'être la meilleure version de vous-même, parce qu'elle vous regardait et que ses exigences étaient en silencieusement dévastatrices de hauteur. Elle était vive, posée et drôle de cette manière particulière où la chute de la blague arrive 3 secondes après qu'elle ait déjà passé à autre chose alors que vous riez encore tandis qu'elle lit quelque chose sur son téléphone. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence pédagogique où je n'avais pas envie d'aller autour d'un café qui semblait avoir été infusé au cours de la décennie précédente. Elle a fait une remarque sur l'orateur si précisément, si chirurgicalement, juste que j'ai ri plus fort que prévu, et elle m'a regardé avec une expression qui disait qu'elle attendait que quelqu'un comprenne enfin. C'était il y a 11 ans. Je n'ai jamais cessé d'être sous son charme depuis. Elle travaillait au tribunal de grande instance en tant qu'officier de conformité juridique.
De longues heures, des dossiers complexes, une documentation dont elle ne pouvait pas discuter, un téléphone professionnel qu'elle gardait séparé de son personnel, je respectais cela. J'étais professeur d'histoire. Je passais mes journées à expliquer le compromis de 1850 à des adolescents de 16 ans qui préféraient être littéralement n'importe où ailleurs. Son travail semblait important. Je n'ai jamais insisté. Ce que je comprends maintenant, c'est qu'elle comptait exactement là-dessus. Mais il y avait eu des signes, des petites choses. L'ordinateur portable qu'elle inclinait dès que je passais. Les appels qu'elle prenait dans le garage à des heures indues. La voix basse, les mots secs. La façon dont elle me regardait parfois à table avec une expression que je n'arrivais jamais à déchiffrer, quelque chose entre l'amour et la culpabilité, et une troisième chose pour laquelle je n'avais pas encore de mots. J'avais classé tout cela sous « elle est se stresser par le travail », et j'avais continué d'avancer parce que c'est ce qu'on fait quand on a une confiance totale, on choisit de ne pas voir. Je choisissais de ne pas voir depuis 2 ans. Le flacon a mis fin à cet arrangement. Premier jour après l'échange, rien. Camille est rentrée à 19 h, m'a embrassé sur la joue, a fait du thé, m'a interrogé sur ma journée, a dîné à regarder la télévision avec ses pieds repliés sous elle sur le canapé. Normal. Complètement exaspérément normal. Deuxième jour, toujours rien. J'ai commencé à me demander si je n'étais pas simplement un idiot paranoïaque prêt à gâcher un mardi soir et un tube de colle parfaitement fonctionnel pour une peur peut-être sans fondement. Ce deuxième jour était le dernier de mon ancienne vie. Je ne le savais pas encore. Raphaël Lefebvre m'a intercepté dans le couloir devant la salle 114 le matin du deuxième jour, 3 minutes avant la première sonnerie. Raphaël enseignait la biologie 2 portes plus loin, avait l'énergie d'un homme qui venait d'ingurgiter une cafetière entière et cherchait où l'évacuer, et possédait la conscience sociale d'un Golden Retriever, c'est-à-dire absolument aucune, mais déployée avec une immense chaleur. Il s'est arrêté à pointer mon visage du doigt et a dit « Toi, t'as un problème. »« Bonjour, Raphaël. Non, je suis sérieux. T'as une tête bizarre. » »« Je n'ai pas une tête bizarre. Si tu l'as, c'est la tête de celui qui sait quelque chose, mais qui ne sait pas encore si ce qu'il sait est une bonne ou une mauvaise nouvelle. » Il a penché la tête. « Camille va bien. »« Camille va très bien. Va donner ton cours. » Il m'a de nouveau pointé du doigt, en s'éloignant à reculons dans le couloir, toujours pointant, observant comme un homme classant des preuves. J'aurais dû écouter Raphaël. Raphaël, il s'est avéré, était la seule personne dans mon entourage immédiat qui était exactement ce qu'elle prétendait être. Il y a quelque chose de réconfortant et de profondément déprimant là-dedans. 3e jour, 3e heure, 11h45 du matin. J'étais en plein cours sur l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, qui est sincèrement l'un des moments les plus captivants de l'histoire moderne si on le raconte bien. Et je le racontais bien quand la voix de la proviseure Madame Ardouin a retenti dans l'interphone de la classe « Monsieur Martin, pourriez-vous vous rendre au bureau de la direction des personnes qui souhaitent vous voir ?» 26 élèves de première m'ont regardé avec cette vigilance spécifique que les adolescents réservent au moment qui suggère que quelqu'un est dans de beaux draps. Page 140 à 155, ai-je dit. Il y aura une interrogation. Il n'y allait pas avoir d'interrogation, mais la menace m'a acheté 30 secondes de silence. Et à cet instant précis, j'avais besoin de silence. Ils étaient 2 dans le bureau de Madame Ardouin, tous 2 en costume sombre, qui hurlaient « Ministère !» aussi clairement que si les mots avaient été brodés sur leur revers, tous 2 dotés de cette immobilité qui n'est pas de la détente, c'est de l'entraînement. Madame Ardouin elle-même se tenait contre le mur du fond près de son ficus en peau, avec l'expression d'une femme qui reconsidère très sérieusement sa carrière. Le plus grand m'a montré une carte. Agent Robert Brissot, DGSI, division du contre-espionnage. Il avait le visage d'un homme habitué à livrer de mauvaises nouvelles professionnellement depuis si longtemps que son expression par défaut s'était figée dans un message clair. Quoi que vous alliez entendre, j'ai entendu pire. « Monsieur Martin, dit-il, asseyez-vous, je vous prie. »« Je vais rester debout. »« Asseyez-vous, répéta-t-il. » Exactement le même ton, ce n'était pas une suggestion. Je me suis assis. « Connaissez-vous, commença Brissot en ouvrant un dossier,
le protocole de gestion des scellés concernant les objets personnels surveillés lors d'une opération de contre-espionnage active. Je l'ai regardé. J'enseigne l'histoire au lycée. Oui, nous savons ce que vous enseignez, monsieur Martin. Il n'a pas levé les yeux du dossier. Connaissez-vous le protocole? Non. Il me l'a expliqué lentement, clairement, sans aucun effet de manche dramatique, ce qui, d'une certaine manière, rendait la chose bien pire. Un réseau de contrefaçon. 18 mois de surveillance fédérale. Des renseignements de défense transitant d'un département à l'autre à l'intérieur de flacons de lubrifiant commercial. Des microfilms. Un traceur. Une capsule microdote. La remise Sophie Clément la courrière récupérant le flacon remarquant le sabotage disparaissant dans l'heure. La cible principale devenant injoignable. 2 ans de travail opérationnel partis en fumée. Il referma le dossier. « C'est vous qui avez fait ça ?» demanda-t-il. Le silence dans la pièce était total. Madame Ardouin semblait étudier un point sur le mur environ 15 cm au-dessus de ma tête, avec une concentration extraordinaire. « Je veux parler de ma femme », ai-je dit. Brissot et son collègue ont échangé un regard, le genre de regard qui contient une conversation entière. « Monsieur Martin ne sait qu'il y a Thomas si m'a dit chien-main. » Ma voix est sortie plus assurée que je ne l'étais. « Ne dites pas mon nom comme ça, ne faites pas de pause. Dites-moi simplement. Votre femme, dit Brissot prudemment, est une employée de la Direction générale de la sécurité intérieure depuis 9 ans. Le ficus dans le coin du bureau avait une feuille brune à sa base. Je l'ai fixé un instant. « Elle n'est pas officier de conformité, ai-je dit. Non, elle ne l'a jamais été. 9 ans. Nous sommes mariés depuis 6 ans. Est-ce qu'elle est en sécurité, ai-je demandé. Brissot m'a regardé un instant et quelque chose a changé dans son expression, pas de la chaleur exactement, mais de la reconnaissance. Celle qu'un homme éprouve lorsqu'il réalise que la personne en face de lui ne va pas s'effondrer. Pour l'instant, dit-il, elle a été retirée du terrain. Elle est au siège de la DGSI à Paris. J'ai hoché la tête une fois. J'ai regardé Madame Ardouin qui semblait prier silencieusement et j'ai dit « Annulez mes cours de l'après-midi ». Je ne le savais pas encore, mais je venais de demander à être conduit vers la première d'une série de révélations qui allaient démanteler chaque certitude que j'avais sur ma propre vie. La deuxième révélation m'attendait au siège. La troisième était enterrée dans un dossier qu'une analyste nommée Léa Girard n'avait pas encore trouvé. Et la quatrième, celle qui me placerait dans un parking trempé par la pluie à Orléans, face à un homme mort, celle-là était encore à 3 semaines de distance. Ils m'ont conduite au siège de la DGSI dans une voiture banalisée qui sentait le café froid et l'ambition institutionnelle. J'étais assis à l'arrière et je regardais le paysage défiler. La brasserie où Camille et moi prenions notre petit déjeuner chaque dimanche. Le parc où nous nous promenions quand il faisait beau. Le tribunal où elle n'avait en réalité jamais travaillé. Et j'ai fait ce que je faisais toujours en période de crise, essayer de trouver un parallèle historique. Je n'en ai pas trouvé. L'histoire, malgré toute son utilité, n'a pas de chapitre sur la conduite à tenir lorsqu'on découvre que sa femme, depuis 6 ans, est une opératrice de l'ombre qui a vécu une double vie avec l'efficacité tranquille d'une femme qui n'a tout simplement jamais jugé nécessaire de vous en informer. Le bâtiment de la sécurité intérieure avait l'énergie de ces lieux où des choses capitales se passent dans des pièces volontairement banales. Brissot m'a conduit dans un couloir qui sentait l'air recyclé et s'est arrêté devant une porte munie d'un petit hublot renforcé. Camille était assise à une table de l'autre côté, le même blazer gris qu'elle portait pour partir au travail ce matin-là, les mains à plat sur la table devant elle, sans menottes. Ce n'était pas une suspecte, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture. Le jeu était terminé, tout. L'aisance soignée et calculée qu'elle portait chaque jour comme une seconde peau avait été retirée. Et ce qu'il y avait en dessous, c'était quelqu'un que je reconnaissais parfaitement, mais que je ne connaissais pas du tout. Elle a levé les yeux et m'a vu à travers la vitre. Je n'ai pas les mots justes pour décrire ce qui a traversé son visage à ce moment-là. J'ai passé 12 ans à chercher le langage pour exprimer l'expérience humaine et je ne l'ai toujours pas. Ce n'était pas de la culpabilité, ce n'était pas du soulagement.
C'était quelque chose qui ressemblait à une personne posant un fardeau extraordinairement lourd après l'avoir porté pendant très très longtemps. Brissot a ouvert la porte. Je suis entré et me suis assis face à elle. La porte s'est refermée. Silence. Puis Camille a dit « Je suis désolé ». « Depuis combien de temps ?» ai-je demandé. « Depuis avant notre rencontre. Est-ce que nous… » Je me suis arrêté, j'ai recommencé. « Est-ce qu'une partie de tout ça était… » Tout dit-elle immédiatement fermement comme si elle l'avait répété et que ce n'était toujours pas plus facile à dire. « Nicolas, tout était vrai. Tout ce qui nous concernait était vrai. J'ai besoin que tu entendes ça avant toute autre chose. Tu m'as menti chaque jour pendant 6 ans. Sur le travail, pas sur nous. » J'ai ri. C'est sorti de travers trop sec, trop court. C'est une distinction que tu vas devoir m'expliquer très lentement, Camille, parce que d'où je suis assis, ces deux choses ne sont pas aussi séparées que tu sembles le penser. Je sais. Sa voix s'est brisée sur le deuxième mot et elle s'est reprise avec cette précision qui me disait qu'elle avait l'habitude de se maintenir sous pression depuis longtemps. Je sais ce que je t'ai pris. Je ne vais pas te dire que c'était correct parce que ça ne l'était pas. Mais j'ai besoin que tu saches que je t'ai choisi. Chaque jour, à travers chaque opération, chaque couverture, chaque porte fermée, je t'ai choisi. Et il y a eu des jours où te choisir m'a coûté plus que tu ne pourras jamais comprendre. Cette dernière phrase, je l'ai mise de côté sans savoir pourquoi. Elle compterait plus tard. Énormément. Parle-moi du flacon, ai-je dit. Elle m'a tout expliqué. Le réseau L'Opération de Microfilm l'a remise contrôlée qu'elle gérait depuis des mois. Le flacon, comme conteneur de preuves, tracé scellé soigneusement placé. La nuit de l'échange, il était censé être la colle unique. Le principal contact du réseau, un fantôme sans nom ni casier qui opérait de manière invisible depuis plus d'une décennie, devait apparaître en personne. Un instant, une identification. Toute l'opération reposait là-dessus. Et puis son mari, professeur d'histoire, était arrivé avec un tube de glu et avait transformé le tout en un objet scellé. La courrière l'a remarqué en quelques minutes. Camille a précisé que Sophie Clément est expérimentée, elle a senti la différence de poids, a vérifié le seau et a disparu. La colle a coupé tout contact dans l'heure. Elle marqua une pause. Robert est furieux. Robert Brissot vient de me dire que j'ai détruit 2 ans de travail d'État dans ma cuisine un mardi soir, ai-je dit. Sa fureur semble légitime. Nicolas. Elle me regarda fixement. J'ai besoin que tu saches quelque chose. La raison pour laquelle je ne t'ai jamais rien dit n'était pas seulement le protocole. Je te protégeais. De quoi? Un silence. Ce même rideau de fer derrière ses yeux que j'avais vu une fois au siège quand j'avais posé des questions sur la colle. C'est classé confidentiel, dit-elle doucement. 2 fois maintenant. 2 questions sur la même ombre. 2 portes identiques se ferment un peu trop proprement. J'étais un prof d'histoire, pas un agent. Mais j'avais passé 12 ans à enseigner comment lire ce qui n'est pas dit. Et ce qui n'était pas dit remplissait la pièce. Brissot est revenu 20 minutes plus tard avec l'analyste Léa Girard, une femme compacte et précise, d'une 30aine d'années, qui donnait l'impression d'avoir lu chaque dossier du bâtiment et de s'en souvenir. Elle a exposé la situation avec l'efficacité d'un chirurgien. Le réseau savait que la couverture de Camille était compromise. Il surveillait ses proches. Donc moi. La protection des témoins était sur la table. Disparaître était sur la table. Ou alors, dit Brissot, vous nous aidez à reconstruire. Vous aidez. Comment? Vous n'êtes pas répertoriés. Ils n'ont pas votre visage, votre voix, votre profil. Vous êtes le seul atout propre qu'il nous reste. Il laissa planer ces mots. Un professeur d'histoire de province est la dernière personne que l'on remarquerait. C'est sincèrement le compliment le plus détourné qu'on m'ait jamais fait. Brissot ne sourit pas. Je ne pense pas que Brissot ait souri depuis environ 2009. Ce n'est pas un compliment, c'est une évaluation tactique. J'ai regardé Camille. Elle fixait de nouveau la table, cette habitude qu'elle avait pour gérer ce qu'elle ne voulait pas laisser paraître sur son visage. Camille. Elle a levé les yeux. Est-ce que c'est une bonne idée? Un long silence, le plus long depuis mon arrivée. Et puis, non, c'est une idée terrible. Une autre pause.
Mais je pense que tu devrais le faire. Ce qui était, ai-je réfléchi la chose la plus honnête qu'elle m'ait dite en 6 ans. Et d'une certaine manière, venant d'elle, c'était suffisant. Je me suis tourné vers Brissot. « Dites-moi ce que je dois faire. » Je ne le savais pas encore, mais ailleurs dans le bâtiment, Léa Girard était déjà retournée à son bureau et avait ouvert une recherche secondaire sur mes antécédents, une procédure de routine, avait-elle dit. Ce qu'elle a trouvé n'avait rien d'une routine. Elle n'en avait pas encore parlé à Brissot. Elle fixait son écran immobile, cherchant comment l'annoncer. Ils m'ont envoyé dans le Morvan, 3 jours plus tard, une planque en zone rurale qui ressemblait exactement à ce qu'elle devait être, une ferme oubliable à 40 minutes de nulle part, avec une allée de gravier et une lampe de porche qui clignotait. À l'intérieur, c'était nettement moins oubliable. C'était 3 semaines de formation accélérée au métier d'agent, dispensée par 2 instructeurs qui communiquaient principalement par des soupirs et des expressions occasionnelles de déception professionnelle à peine contenues. J'ai appris à surveiller sans être surveillé, à établir un contact sans laisser de traces, à écouter dans une conversation ce qui se cache sous les mots, ce qui au final n'était pas si différent d'enseigner à des adolescents qui n'ont pas envie d'être là. On apprend à lire ce que le corps exprime quand la bouche fait son numéro. Raphaël Lefebvre m'a envoyé 3 SMS pendant ces 3 semaines. Le premier disait « Je te l'avais dit ». Le deuxième « L'approviseur m'a parlé des types de la DGSI. Tu vas bien ». Le troisième « Si t'es sous protection de témoins, tu pouvais juste le dire, mec ». Je n'ai répondu à aucun d'eux. C'était professionnellement parlant la procédure correcte. C'était aussi la chose la plus difficile que j'ai faite dans le Morvan. Camille et moi avons parlé 2 fois. Des appels courts surveillés. Elle semblait fidèle à elle-même, prudente, chaleureuse et drôle de cette manière dévastatrice. Mais il y avait quelque chose de nouveau en dessous. Ou peut-être que ce n'était pas nouveau. Peut-être que j'entendais enfin quelque chose qui avait toujours été là maintenant que je savais quoi écouter. Lors du 2e appel, juste avant de raccrocher, elle a dit « Nicolas, quand ce sera fini, je te raconterai tout, absolument tout, et alors tu pourras décider. » Décider de quoi? Si tout cela change quoi que ce soit. J'ai longuement réfléchi à cela dans l'obscurité de la ferme du Morvan, à la question de savoir si l'amour peut survivre à la découverte que la personne aimée est différente de ce qu'on croyait. Si le fait que la carte soit fausse signifie que le territoire a changé. Si 6 années de vrais matins, de vrais dîners et de vrais rires peuvent être rétroactivement annulés par l'existence d'une vérité parallèle. Je n'avais pas de réponse, mais j'allais à Bordeaux pour en trouver une. L'enseigne Antiquité d'Aquitaine se trouvait dans une rue calme de Bordeaux, tel un bâtiment ayant décidé il y a des décennies de simplement survivre à tout le monde. 3 étages d'antiquités européennes, sélectionnés, des poignées de porte en cuivre, une odeur de vieux bois et d'argent encore plus vieux. Christian Maury tenait la boutique depuis 11 ans. Légitime en surface méticuleux sur les apparences, le genre d'homme qui comprend que la meilleure couverture est celle qui n'en a pas l'air parce qu'elle est majoritairement vraie. Je suis entré un jeudi après-midi vêtu d'une veste qui ne m'appartenait pas et muni d'une légende que j'avais mémorisée comme un plan de cours avec rigueur cliniquement et avec la peur spécifique de celui qui sait qu'un trou de mémoire au milieu aura des conséquences. Maury était derrière le comptoir, examinant une petite figurine en bronze à la loupe. Il était exactement comme décrit la quarantaine élégant, ce genre de beauté qui vient avec l'argent et la patience. Il a levé les yeux quand je suis entré avec l'aisance polie d'un homme qui m'avait déjà évalué et catégorisé avant même que j'aie fait 2 pas dans la boutique. « Vous cherchez quelque chose de précis ?» demanda-t-il. Un accent léger difficile à situer, fluide. « Un ami m'a recommandé votre adresse, ai-je dit. Il m'a dit que vous aviez parfois de la cartographie allemande d'avant-guerre, des cartes, des documents de relevé, ce genre de choses. » Un silence si bref que la plupart des gens l'auraient manqué. Je ne l'ai pas manqué. « Cela nous arrive, dit-il. Quelle période? Début du XXe siècle. Mon domaine d'intérêt est la documentation des changements territoriaux après 1918. J'ai soutenu son regard, le genre de regard qui fait basculer une classification. Un autre silence. Celui-ci dura exactement le temps nécessaire.
Revenez samedi, dit-il. J'aurai peut-être quelque chose pour vous. J'ai hoché la tête, regardé la figurine en bronze, fait un commentaire appréciatif sur sa provenance, et je suis parti. Dehors dans la rue, j'ai marché 2 pâtés de maison tournés à l'angle, et je suis resté appuyé contre un mur de briques pendant environ 30 secondes, respirant comme un homme qui vient de désamorcer une bombe. Le contact était établi, la chaîne bougeait à nouveau, et quelque part au-dessus de moi, dans une salle d'opération de la DGSI à Paris, Robert Brissot observait un point sur un écran, et pour la première fois en 3 semaines, un poids s'était légèrement levé de sa poitrine. Ce que personne dans cette salle ne savait, ce que Léa Girard essayait de trouver, le bon moment pour dire depuis 2 semaines, c'était ce qu'elle avait trouvé dans cette recherche secondaire. Elle l'a dit à Brissot le soir de mon retour de Bordeaux. J'avais été débriefé, renvoyé à la planque, et j'étais en train de manger un sandwich quand mon agent de liaison a frappé à la porte pour me dire que Brissot m'attendait au siège de toute urgence. Maintenant, Léa Girard m'attendait dans la salle de briefing. Elle ressemblait à quelqu'un qui portait une information trop lourde pour être gardée seule et qui avait fini par décider qu'elle ne pouvait plus la retenir. « Monsieur Martin, dit-elle, je dois vous poser une question sur votre père. Mon père est mort dans un accident de voiture, ai-je dit quand j'avais 12 ans ? Oui, dit-elle prudemment, c'est ce que disent les registres. Le silence devint pesant. Avant de devenir enseignant, continua-t-elle en posant un dossier sur la table entre nous. Vous avez travaillé comme archiviste pour le gouvernement juste après vos études pendant 14 mois. C'est exact. Durant ces 14 mois, vous avez répertorié et manipulé un lot classifié de documents de défense. Des documents qui ont disparu environ 6 semaines après la fin de votre contrat. Elle marqua une pause. Le réseau de la colle croit depuis 11 ans que soit vous avez pris ces documents, soit vous savez où ils se trouvent. Cette conviction est la raison d'être de toute cette opération. Nouveau silence. Camille avait été initialement chargée de se rapprocher de vous pour découvrir la vérité. Je suis resté interdit un instant. 6 ans. Elle avait été missionnée pour m'approcher. Elle était venue à cette conférence, avait bu ce mauvais café, avait fait cette remarque parfaitement calibrée sur l'orateur, et tout cela avait été au début, dès le premier jour, un travail. Elle est tombée amoureuse de vous, dit Léa doucement comme si elle pouvait lire le calcul mental qui s'opérait sur mon visage. Elle a enterré son rapport initial. Elle n'a jamais transmis ses conclusions. Elle vous protège des 2 côtés de nous et d'eux depuis 6 ans. Elle plongea ses yeux dans les miens. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas vous dire qui était la colle. Elle savait que si vous appreniez qui il était, cela briserait quelque chose qu'elle ne pourrait pas réparer. « Qui est-ce » ai-je demandé. Léa ouvrit le dossier et le tourna vers moi. J'ai regardé la photographie pendant un long moment. Mon père avait 67 ans. Il avait plus de cheveux gris que dans mes souvenirs, mais mes souvenirs étaient flous. J'avais 12 ans et il était pour autant que je sache mort depuis 26 ans. Il avait l'air calme sur la photo, serein, ce genre de calme qui ne vient pas de la paix, mais de la certitude absolue d'être la personne la plus dangereuse dans n'importe quelle pièce. « Étienne Faure », dit Léa, connue de son réseau sous le nom de la colle. Elle marqua un temps. « Votre père, monsieur Martin. » Je n'ai rien dit pendant un très long moment. « Les documents, ai-je fini par demander où sont-ils ? Nous pensons qu'il les a cachés dans un garde-meuble enregistré sous l'adresse de votre maison d'enfance à Orléans. Il les a déposés là avant de disparaître, une assurance contre le gouvernement, contre son propre réseau, contre quiconque s'en prendrait à lui. » Elle referma le dossier. « Il utilise votre nom comme bouclier depuis 26 ans. Le réseau pense que vous êtes sot complice. La DGSI l'a envisagé. Et la seule personne qui a toujours inconditionnellement maintenu que vous ne saviez rien, c'est votre femme. Je ne savais pas. Sincèrement, je ne savais pas. Et Camille savait que je ne savais pas, et elle avait passé 6 ans à s'interposer entre moi et tous ceux qui en doutaient. C'était cela le fardeau qu'elle portait. C'était cela ce que lui avait coûté le fait de me choisir. « D'accord » ai-je dit. Léa me regarda. « D'accord, dites-moi comment on termine cette histoire. » L'opération finale a pris 9 jours de préparation et 40 minutes d'exécution.
Maury était remonté dans la hiérarchie exactement comme prévu, transmettant mon nom et mon profil à quelqu'un qui l'a transmis plus haut, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la demande arrive sur le bureau d'un homme qui n'avait pas montré son visage depuis des années et qui avait apparemment décidé après tout ce temps qu'il voulait voir son fils. Peut-être que cela vous en dit long sur Étienne Faure. Peut-être que cela dit tout. Le parking des rives de la Loire à Orléans était froid brutaliste et sentait l'échappement et la pluie. Je me tenais au niveau 3 à 23h45 avec un micro sous ma veste et 2 équipes d'intervention en position au niveau 2 et 4 et j'attendais. On m'avait dit de m'attendre à un contact. On ne m'avait pas dit que ce serait lui directement. Cette information particulière m'avait été cachée probablement parce que toutes les personnes impliquées avaient correctement estimé que j'aurais eu des sentiments contradictoires à ce sujet. Il est venu seul, ou du moins en apparence. Il était grand, j'avais oublié cela, ou peut-être n'avais-je pas les références nécessaires pour m'en rendre compte à 12 ans. Il marchait avec l'aisance sereine d'un homme pour qui l'évaluation des menaces est aussi naturelle que la respiration. Il s'est arrêté à 2 mètres et m'a regardé avec une expression presque paternelle. « Nicolas, dit-il, tu es censé être mort. » J'ai répondu « J'ai été beaucoup de choses. » Il a presque souri. La mort était pratique pendant un temps, 26 ans de confort. « Tu as bien réussi, dit-il, comme s'il s'agissait d'une observation banale entre un père et son fils, se retrouvant après 2 décennies dans un parking entouré d'agents d'élite. Prof d'histoire. C'est bien, tu as toujours aimé les histoires. J'enseigne l'histoire, ai-je corrigé. Pas les histoires, il y a une différence. Vraiment. Il pencha légèrement la tête. J'ai trouvé qu'elles étaient largement la même chose. La version qui gagnait celle qui a le narrateur le plus convaincant. Les documents sont dans le garde-meuble de la rue des Carmes, ai-je dit. La DGSI les a déjà. C'est fini. Quelque chose changea dans son expression. Pas de la panique, ni même de la surprise, vraiment plutôt l'air d'un homme qui jouait une très longue partie et qui venait de voir le plateau basculer. « Elle te l'a dit, » murmura-t-il. « Elle m'a protégé, ai-je dit pendant 6 ans. De toi, de ton réseau des gens qui pensaient que je faisais partie de tout ça. Elle s'est tenue entre moi et le reste du monde, et elle ne m'a jamais rien dit parce qu'elle savait que ça... » Je me suis arrêté, j'ai repris mon souffle. Ça n'a plus d'importance, c'est terminé. Un long silence. La pluie sur le béton, le bruit lointain du fleuve. Je me demandais quand tu finirais par arriver jusqu'ici, dit-il enfin. La réplique fut lancée avec l'aisance d'un homme qui l'avait gardée en réserve. J'ai reconnu l'instinct. C'était le mien. La remarque parfaitement timée, la sortie calibrée, j'en avais apparemment hérité. Je sais, ai-je dit. C'est pour ça que je suis venu. J'ai fait un pas en arrière. 2 agents sont sortis de l'ombre de chaque côté. Étienne Faure-Lacolle, l'homme sur qui rien n'avait jamais adhéré, a levé les mains, avec le calme de celui qui avait toujours su que c'était la seule fin possible et qui n'avait fait que la repousser. De l'ombre sur ma gauche, là où elle n'avait absolument pas l'autorisation d'être Camille, a surgi. Elle portait une veste que je reconnaissais celle de notre penderie aux 11 allées des Tilleuls. Elle a regardé l'homme menotté pendant un long moment avec une expression que je ne saurais nommer. Il l'a regardé en retour. « Vous avez brisé le protocole, dit-il en venant ici. J'ai brisé le protocole le jour où j'ai rédigé un faux rapport pour protéger votre fils, répondit-elle. Ceci semble relativement mineur en comparaison. Il a presque ri. Presque. Puis Brissot fut là et l'instant fut rompu et Étienne Faure fut conduit vers un véhicule banalisé avec les pas lents d'un homme partant pour un endroit qu'il ne quitterait jamais plus. Camille se tenait à mes côtés, et nous avons regardé le véhicule disparaître. « Sophie Clément, ai-je dit. Elle travaillait pour lui depuis le début. Elle n'a jamais vraiment disparu. Elle est retournée directement vers lui pour lui dire que l'opération était grillée. Il a passé 2 semaines à décider s'il devait fuir ou se montrer. » Un silence. Il s'est montré à cause de toi. Il voulait me voir. Oui, j'y ai pensé. À cet homme qui avait simulé sa mort, bâti un empire criminel et était resté invisible pendant 26 ans pour finir par entrer dans un parking parce qu'il voulait regarder son fils. À savoir si cela signifiait quoi que ce soit.
L'histoire, comme je l'avais dit à mes élèves des milliers de fois, n'est pas une collection de faits. C'est une collection de choix. Et chaque choix, aussi enfoui soit-il, laisse une trace sur tout ce qui suit. J'allais devoir trouver quoi faire de tout cela. Étienne, la colle fort, a été arrêté et mis en examen pour 11 chefs d'accusation, dont espionnage et association de malfaiteurs. Rien n'avait accroché sur lui pendant 26 ans. Tout collait maintenant. Les documents de défense ont été retrouvés dans le garde-meuble exactement là où Léa Girard l'avait prédit. Nicolas Martin a été formellement blanchi de tout soupçon et a reçu ce qui s'apparentait à des excuses officielles livrées sur le ton de quelqu'un de très désolé mais aussi de très occupé. Camille a démissionné de la DGSI 2 semaines après l'arrestation. Elle n'en a pas fait toute une histoire. Elle est rentrée au 11 allée des Tilleuls un mercredi soir, a posé son sac sur le comptoir de la cuisine et a préparé du thé. Nous sommes restés assises à la table de la cuisine pendant un long moment, 2 personnes qui s'étaient menti pour des raisons totalement différentes, totalement dévastatrices. 2 personnes qui s'étaient choisies l'une l'autre à plusieurs reprises et à un prix considérable même quand elles ne pouvaient pas le dire à voix haute. « Je dois te demander quelque chose », ai-je dit. « D'accord. La conférence où nous nous sommes rencontrés, le mauvais café, la remarque sur l'orateur. » Je l'ai regardé. Est-ce qu'une partie de tout ça, au début, est-ce que c'était la mission? Elle resta silencieuse un instant. La conférence était la mission, finit-elle par dire. Tout ce qui a suivi les 30 premières secondes ne l'était pas. Qu'est-ce qui s'est passé après 30 secondes? Tu as ri, dit-elle, trop fort, sans aucune retenue, comme si personne ne te regardait. Et je me suis dit... Elle s'interrompit, esquissant un petit sourire complexe. Je me suis dit, cet homme n'a aucune idée de comment être quelqu'un d'autre que lui-même. Et je n'avais pas côtoyé quelqu'un comme ça depuis si longtemps que je ne savais pas quoi en faire. La cuisine était très calme. Dehors, la ville reprenait ses droits. Sur le comptoir à côté du sac, il y avait un flacon. Un petit flacon noir mat avec une police minimaliste. Je ne savais pas comment il était arrivé là et je n'ai pas posé de questions. Peut-être que Camille l'avait posé là délibérément. Peut-être était-ce un rappel. Peut-être était-ce son sens de l'humour particulier, refaisant surface après 6 ans de contrôle rigoureux. Aucun de nous ne l'a déplacé, aucun de nous n'a ri, mais presque nous l'avons fait. Si vous avez aimé cette histoire, rejoignez notre communauté en cliquant sur le bouton « J'aime » et en vous abonnant pour plus d'histoires réelles brutes et centrées sur la famille. Et comme toujours, merci de faire partie de cet univers.